Il y a 2 jours, je vous ai demandé de poser des questions sur Facebook pour pouvoir y répondre dans cette grande vidéo questions-réponses. J'en ai reçu plus de 50, donc ça va être assez long. À mon avis, je vais diviser ça en 2 vidéos. Je voulais la faire à l'extérieur, dans les rues de Séoul. Malheureusement, il fait pas beau, il y a de l'orage. Du coup, je la fais dans mon Airbnb. C'est parti. Première question de Elisa. Salut Antoine, je voulais savoir que dirais-tu à une fille de 19 ans qui a beaucoup d'ambition, mais qui se met des barrières toute seule parce que justement c'est une femme et qu'elle pense qu'il est difficile de réussir dans un monde d'hommes. Laisse-moi te dire un truc, quand j'ai débuté sur internet j'avais 17 ans, j'avais même pas encore mon bac et j'ai commencé à donner des conseils aux gens pour réussir leur blog en imitant des mecs qui avaient le double de mon âge. Est-ce que tu crois pas que j'aurais pu me donner des excuses? Est-ce que tu crois pas que j'aurais pu me dire ouais mais je suis trop jeune, c'est pas le bon moment, machin, évidemment que j'aurais pu le faire. Évidemment que j'aurais pu faire ça plus tard, mais aujourd'hui j'aurais personne qui viendrait me voir en me disant mais comment t'as fait pour créer un business à 22 ans? Et aujourd'hui tu peux te dire la même chose. Est-ce que c'est difficile pour une femme de réussir dans un milieu d'hommes? Oui, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des inégalités, des injustices entre les hommes et les femmes? Oui, évidemment. Ça c'est un fait, on peut pas le contester, mais maintenant tu as 2 solutions, tu as 2 options. Soit tu restes dans ton coin à râler en disant que la vie est injuste et tu fais rien, soit tu décides d'accepter le challenge et de leur montrer et de leur prouver. Et ça m'énerve. Ça m'énerve d'entendre des gens se donner des excuses, d'entendre des gens qui ont peut-être du talent, qui ont peut-être des compétences, qui ont peut-être la capacité à faire des choses et qui ne le font pas. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont essayé 10 fois et qu'ils n'ont jamais eu de résultat, qu'ils le font pas parce qu'ils présupposent que parce que c'est une femme, parce que c'est un jeune, parce qu'il n'est pas dans la bonne catégorie socio-professionnelle ou je ne sais quoi, ça va pas marcher donc ils essayent même pas. Et en faisant ça, on creuse les clichés. En faisant ça, on creuse les inégalités. Pour moi, les gens qui font le plus pour le féminisme, c'est pas les femmes qui vont crier dans la rue et dans les églises en se mettant les seins à l'air. Pour moi, les femmes qui font le plus pour le féminisme, c'est les femmes qui deviennent ministres, c'est les femmes qui deviennent présidentes de la République, c'est les femmes qui deviennent chefs d'entreprise, c'est les femmes qui réussissent dans un milieu d'hommes. Parce qu'elles arrivent à prouver qu'elles peuvent casser ces clichés, qu'elles peuvent le faire. Et elles donnent de l'inspiration à toutes les jeunes filles comme toi qui se demandent si elles vont pouvoir le faire ou pas, simplement parce qu'elles sont nées avec le mauvais sexe. Donc oui, il y a une injustice, mais non, c'est pas une excuse pour toi. Et je t'assure que ta victoire aura beaucoup plus de saveur si tu réussis là où on ne t'y attend pas. Pour un homme, c'est facile de réussir dans un milieu d'hommes. Pour une femme, c'est courageux de réussir dans un milieu d'hommes. Et tu peux devenir courageuse aujourd'hui si tu passes à l'action et que tu arrêtes de te mettre des barrières toute seule. Vincent, tes conseils, ton business model, tout est basé sur du virtuel type formation. Penses-tu que ces conseils peuvent être utilisés pour une entreprise vendant un produit concret? Je veux dire que l'on puisse toucher. C'est quoi mon business model? Je mets en ligne des vidéos pour les gens qui ont envie de plus de liberté dans leur vie, pour les gens qui ont envie de prendre leur indépendance. Qu'est-ce que je vends? Je vends des plans d'action, des raccourcis vers cette indépendance. Mon business model, il consiste juste à vendre ce que les gens viennent chercher quand ils arrivent sur ma chaîne YouTube. Pourquoi c'est logique pour moi de vendre des formations? Parce que ce que les gens viennent chercher quand ils vont consulter une chaîne YouTube ou quand ils écoutent un podcast ou quand ils lisent un article, c'est pas forcément un produit physique, c'est de la formation. C'est pour cette raison que je vends de la formation et aussi parce que évidemment c'est un super produit à vendre, ça coûte rien à créer, mais le business model consiste juste à vendre quelque chose qui répond à un besoin existant. Si aujourd'hui tu vends des coques iPhone, c'est exactement la même chose. Tu cherches à répondre à un besoin préexistant. Et mieux que ça, tu peux croiser les 2 mondes. Tu peux utiliser le contenu pour vendre des coques iPhone. Il y a des marques qui l'ont fait, il y a des marques qui ont mis des vidéos sur YouTube qui ont fait le buzz, d'iPhone qui était balancé d'un hélicoptère, d'iPad qui était balancé d'un avion, ou d'iPhone qui se faisait rouler dessus par un tank pour montrer que leur coque était efficace. Et derrière, ils vendent une coque iPhone. Donc finalement, peu importe le support que tu utilises, peu importe le type de produit que tu vends, l'important c'est qu'il y ait une cohérence entre ce que veut le marché et ce que tu as à proposer. Que ton offre arrive à rencontrer ta demande, tout simplement. Question de Rémi. Salut Antoine, tu vois, je suis passionné par le web marketing, mais je suis mineur. Est-il possible avec la législation française de se faire de l'argent pour en vivre à mon âge? Deuxième question qui m'énerve. Je ne compte plus le nombre de messages que je reçois de gens qui sont mineurs et qui renoncent à la création de leur entreprise ou qui repoussent la création de leur entreprise sous prétexte qu'ils sont mineurs et qu'ils ne savent pas si c'est légal, ils ne savent pas si c'est compliqué ou pas. Créer son entreprise, c'est facile. Il y a des milliers de bouquins et de ressources en ligne qui t'aident à le faire. Trouver une plateforme pour vendre des produits, c'est facile, il y en a des milliers aussi. Encaisser les paiements, c'est facile, il y a plein de services en ligne qui permettent de le faire. Il y a une chose qui est difficile, c'est de trouver son marché et de vendre des produits.
Et pourtant, je continue à recevoir plein de questions sur comment je fais pour lancer ma boîte, techniquement comment je fais, qui est-ce que je vais voir, quel comptable prendre, de gens qui n'ont jamais fait un centime en ayant encore vendu des produits. Ces questions-là, elles viennent après. La priorité, c'est trouver ton marché. C'est le plus difficile, c'est la première chose à faire. La priorité, c'est de vendre. Tant que tu n'as rien vendu, pour moi, ça sert à rien de te poser des questions, de savoir sous quel régime tu passes, est-ce que tu deviens auto-entrepreneur, comment tu vas gérer ton argent. Maintenant, il suffit de faire 2-3 recherches internet, je les ai fait à ta place, mais tu peux les faire, tu as Google aussi. Bien sûr que tu peux créer ta boîte quand tu es mineur. À partir de 16 ans, tu peux devenir auto-entrepreneur. Avant, tu peux demander à tes parents de recevoir l'argent à ta place. Évidemment que c'est possible. Moi, j'ai commencé à vendre mes premiers produits, j'avais 17 ans. Donc oui, c'est possible. Et exactement comme Elisa qui ne voulait pas lancer son business parce que c'était une femme, ne pas vouloir lancer son business parce que tu es mineur, c'est une excuse. Tu peux appeler ça comme tu veux. Évidemment, être mineur, c'est chiant. Évidemment, être une femme dans un monde d'hommes, c'est difficile. Tu peux appeler ça comme tu veux, mais tout ça, ça reste des excuses. Lance ton truc, on verra bien. Savoir où placer son argent, savoir comment déclarer, c'est un problème de riche. C'est un problème de quelqu'un qui a déjà réussi à faire quelque chose que 99% n'arrivent pas à faire. Deuxième question de Nathan qui rejoint un peu celle de Rémi. Salut Antoine, j'ai 16 ans, j'ai une grosse page Instagram de 70 000 abonnés. Existe-t-il un moyen de me déclarer en auto-entrepreneur et comment générer une source de revenus? Encore une fois, oui, à 16 ans, tu peux te déclarer en auto-entrepreneur. Cherche sur Google, je suis pas avocat, je suis pas le spécialiste de ça. Et comment générer une source de revenus en vendant des produits? Trouve des produits à vendre qui sont liés à la thématique de ton compte Instagram. C'est aussi simple que ça. Ça peut être tes propres produits, des produits que tu vas faire toi-même, ou ça peut être des produits d'autres personnes, des partenaires que tu vas contacter pour savoir s'ils seraient intéressés par faire des partenariats avec toi. Si tu as 70 000 abonnés dans un compte qui est très ciblé, qui parle d'une thématique particulière, il y a évidemment des produits à vendre, il y a évidemment énormément d'annonceurs qui seraient intéressés par bosser avec toi. Simplement, évite de te faire avoir, évite de te sous-évaluer. Question de Pascal, comment choisis-tu tes destinations de voyage? Et une fois sur place, est-ce que tu improvises tes parcours dans la ville ou tu te prépares une feuille de route à l'avance? J'ai l'impression parfois que les gens s'imaginent que je planifie tout le temps, que j'ai un super plan de route, que j'ai prévu les 10 prochaines années de ma vie au mois près. C'est pas du tout le cas. Quand je pars en voyage, simplement, je me suis dit, tiens, pourquoi j'irais pas ici? Ça pourrait être là comme ça pourrait être ailleurs. Et est-ce que je planifie mes journées? Non. Le matin, je me lève. Généralement, je commence par bosser un petit peu. Et puis ensuite, je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Est-ce que j'ai la forme? Est-ce que j'ai envie de faire tel ou tel truc? Je passe pas non plus mes journées à visiter. Je passe beaucoup de temps en voyage à travailler parce que c'est quand je suis en voyage, quand je suis seul et quand je suis dans un environnement qui est radicalement différent, que j'ai les meilleures idées et que j'ai le plus envie de travailler, en fait, bizarrement. Donc moi, j'arrive particulièrement bien à travailler en voyage et donc je suis pas en mode voyageur de l'extrême qui essaie de faire un maximum de choses en un minimum de temps. Question de Adrien, comment fais-tu pour ne pas tomber en panne de sujet? Tu n'en as pas marre de faire toujours le même boulot? Au fond, tous les boulots ne deviennent-ils pas répétitifs? Est-ce que tu as d'autres projets pour la suite? Alors, comment ne pas tomber en panne de sujet? C'est très simple, j'ai une liste, une sorte de bucket list où je note absolument toutes mes idées de vidéos. J'ai aussi un carnet où je note un petit peu tous les concepts que j'apprends et auxquels je réfléchis. J'essaie aussi de passer du temps à faire des brainstorming, à trouver de nouvelles idées et à partir de ça, j'essaie de sortir des vidéos. Enfin, généralement, quand tu notes toutes les idées qui viennent par la tête, tu as largement plus qu'une idée par jour. Donc, tu as de quoi faire largement plus qu'un contenu par jour. Est-ce que ça devient pas répétitif et saoulant à force? J'ai vraiment essayé d'avoir quelque chose que j'aime faire et surtout quelque chose qui est différent chaque jour. Ce serait répétitif si j'ai répété la même chose tous les jours. Ce serait répétitif si j'avais un programme et que je devais m'y tenir et que chaque année, je refaisais le même programme comme peut le faire un professeur, par exemple. C'est pas répétitif parce que y a sans arrêt de nouvelles idées qui entrent un peu dans la machine. Et j'essaye aussi de faire évoluer mon discours. Et puis bien sûr, j'essaie de changer de stratégie régulièrement, tu as dû le voir. Question de Antoine, comment vendre de l'information? Je veux faire du journalisme et YouTube est une opportunité gigantesque. Quel est selon toi le business model le plus approprié pour en vivre et rester libre? Alors c'est une bonne question. Je pense pas que la question à se poser ce soit de vendre de l'information. Pourquoi? Parce que l'information aujourd'hui est gratuite. C'est-à-dire que il y a 30 ans, si tu avais dit aux gens que 30 ans plus tard, il y aurait quasiment toute l'information de la Terre qui serait disponible en quelques clics gratuitement sur Internet, les gens t'auraient dit mais c'est génial, c'est extraordinaire. Enfin, tu vois, tout le monde va être extrêmement cultivé, extrêmement intelligent et il y a plein de business extraordinaires qui vont se fonder autour de cette intelligence collective. Et finalement, on se rend compte que la plupart des gens passent pas leur journée à lire des pages Wikipédia, mais plutôt à chatter sur Facebook, à regarder des vidéos YouTube ou à jouer à des jeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'information, aux yeux de la plupart des gens, n'a pas beaucoup de valeur.
L'information aujourd'hui est devenue une commodité. L'information, on la trouve partout, tout le temps, et c'est parfaitement illustré par tous les journaux aujourd'hui et toute la presse qui meurt parce qu'elle n'arrive pas à vendre son information. Parce que les gens ne sont plus prêts aujourd'hui à payer pour de l'information. C'est pour ça que je pense que la valeur, elle n'est pas dans l'information, elle est dans le package, elle est dans la façon dont tu agences cette information, la façon dont tu la proposes. La valeur, elle est dans la pédagogie, elle est dans la façon d'expliquer les choses. La valeur, elle est dans la personnalisation de l'information. La valeur, elle est dans la transformation de l'information en action. Moi, je ne vends pas de la formation quand je vends mon accès au Maker Club. Je vends des plans d'action. Je vends un résultat. C'est ça que les gens viennent voir. Les gens, ils s'abonnent pas pour avoir des techniques ou des conseils. Les gens, ils s'abonnent parce qu'ils veulent avoir des résultats. Et parce qu'en suivant mes plans d'action, ils vont être amenés à avoir des résultats. Donc, je pense que c'est vraiment important d'arrêter d'essayer de donner de la valeur à l'information brute qui n'en a plus aujourd'hui, mais de comprendre que c'est plus l'information en tant que telle qui a de la valeur, c'est ce que l'on en fait. Question de Mathis, selon toi, quel impact a l'apparence physique de l'entrepreneur dans sa réussite ou de son échec? Je sais pas, regarde Mark Zuckerberg, regarde Bill Gates, qui font partie des plus grands entrepreneurs au monde. C'est pas Brad Pitt et George Clooney, tu vois. C'est pas des mecs qui ont tout basé sur leur physique, je pense, et pourtant ils ont créé des empires. Donc je pense pas que le physique soit si important. Maintenant, il y a des études qui montrent que le physique, que les gens beaux ont plus de chances de réussir que les autres. Je ne suis pas sûr que ce soit parce qu'ils sont beaux et donc qu'ils ont un meilleur contact avec les autres. Je pense que c'est plus une question de confiance en soi. C'est-à-dire que exactement comme les excuses qu'on a vues avant de je suis une femme ou je suis trop jeune, le fait de se dire je suis moche, ça peut nous limiter. On peut avoir peur de se lancer, on peut avoir peur de se montrer et donc ça peut jouer contre nous. Mais je vois pas en quoi le physique, à part ça, peut jouer dans le fait de créer un business, de trouver une valeur à apporter à un marché. Question de Pierre, est-ce que tu voyages seul parce que tu ne connais personne qui pourrait t'accompagner? Sympa. Ou parce que tu préfères être seul? Je crois que j'aurais du mal à rester seul plusieurs semaines à l'étranger. C'est purement personnel. C'est-à-dire que moi, j'aime la solitude, j'aime avoir mes moments de solitude et voyager me permet d'avoir ces moments-là et de pouvoir me recentrer. Je l'ai déjà dit, mais c'est quand je voyage que j'ai mes meilleures idées, que j'ai plus d'idées. Donc j'en profite pendant ces moments-là et moi j'aime beaucoup voyager seul parce que tu as une liberté qui est totale. C'est-à-dire que tu n'as pas à te concerter avec qui que ce soit pour choisir l'hôtel, pour choisir où tu vas et tout. Si tu te retrouves dans un plan galère ou dans un hôtel miteux, bon bah t'es le seul responsable et c'est toujours moins grave quand t'es tout seul que quand tu es avec quelqu'un. Maintenant j'exclus pas de voyager avec d'autres gens à d'autres moments, mais voilà, je suis pas du tout en train de faire l'apologie du voyage en solitaire. C'est juste quelque chose qui moi me convient parce que ça match avec ma personnalité, mais évidemment ça dépend de toi. Question de Fabien, est-ce que c'est la nouvelle rencontre avec Jean Rivière qui a donné un nouveau tournant à ton business? Vous avez dû le remarquer, il y a pas mal de nouveautés dans mon business récemment. En fait il y en a toujours eu, c'est-à-dire que je me suis jamais vraiment posé, j'essaye toujours de nouvelles choses et j'en essaierai sûrement encore beaucoup ces prochaines années. J'étais hyper content de rencontrer Jean Rivière quand je suis allé au Cambodge. Jean Rivière, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un marketeur, enfin quelqu'un qui a créé aussi son business sur internet autour de son contenu, qui m'a énormément inspiré quand je me suis lancé. Donc voilà, je suis pas du genre je vais pas faire comme si j'étais un autodidacte et que j'avais suivi les conseils de personne. J'ai beaucoup suivi ses conseils et ça m'a beaucoup aidé quand j'ai débuté. Quand on s'est rencontrés, j'étais pas un client qui venait faire une séance de coaching. Donc on a discuté philosophie, on a discuté voyage, on a discuté style de vie, on a discuté politique, bref, on a discuté de ce qu'on discute entre potes, mais on s'est pas vraiment donné de conseils. C'est plus des choses que je découvre au fur et à mesure sur la route, que j'essaie de tester. Si ça marche, je continue. Mais faut pas penser qu'il y a un grand tournant dans mon business et que ça va être comme ça pendant des années. Il y aura sûrement d'autres tournants parce que simplement le concept de mon business, j'ai souvent dit, c'est une expérience, une expérimentation. Et ensuite, c'est analyser cette expérience et t'en donner aussi, enfin, ça fait partie de mon activité, c'est tester des choses et te dire ce qui marche et ce qui marche pas. Donc c'est aussi pour ça que je fais des changements très souvent et c'est pas simplement parce que je rencontre une personne ou parce que quelqu'un m'a dit ça que je vais tout changer du jour au lendemain. Alexis me demande, salut Antoine, je voulais savoir si les sponsors sont si importants que ça, est-ce qu'ils nous volent? Moi je suis un peu anti-sponsor parce que je pense que c'est toujours plus efficace de vendre ses propres produits parce que un sponsor, tu vends toujours plus ou moins ton audience ou les gens qui te font confiance à quelqu'un d'autre. Alors si tu trouves un sponsor qui est vraiment bien, qui matche vraiment avec ton identité, avec le message que tu fais passer, c'est top. Sinon ça peut être aussi un peu dangereux de s'associer avec les mauvaises personnes. Et puis les sponsors, ouais, par exemple les sponsors qui sponsorisent des youtubeurs, ça se passe souvent mal parce que les sponsors savent que les youtubeurs souvent ont pas trop de notions avec
l'argent, ont jamais rien vendu, savent pas trop donner un chiffre et une valeur à leur audience, alors que les sponsors savent très bien le faire parce que ils utilisent un système de liens affiliés, ils peuvent contrôler exactement le nombre de ventes qu'ils font. Donc si les sponsors choisissent des youtubeurs et les payent pour faire leur publicité, c'est que c'est rentable pour eux. Donc c'est ce qui gagne plus d'argent que le youtubeur en question pourrait le faire s'il vendait lui-même ses produits. Je pense notamment à des sponsors de protéines en poudre qui vont payer une misère des youtubeurs fitness qui ont des milliers d'abonnés. Les protéines en poudre, elles ont besoin de crédibilité parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se méfier, qui vont se dire est-ce que c'est bien et tout. S'ils ont leur sportif favori sur YouTube qui leur dit que c'est un bon truc, ils vont acheter direct. Donc la valeur que ça apporte à ces protéines en poudre est énorme et derrière, à mon avis, ils font une marge très importante. Donc méfie-toi des sponsors, essaie de bien négocier. Souvent, tu peux négocier vraiment les prix à la hausse. Moi, je l'ai fait plusieurs fois avec des sponsors sur mon ancien blog. Donc, faut pas hésiter à le faire. Et puis, si tu peux te passer tes sponsors et vendre toi-même tes produits, tu deviens purement indépendant. Et pour moi, c'est surtout tu partages pas tes bénéfices avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Question de Alice: comment gérer toutes les demandes des abonnés au Maker Club alors qu'on n'a pas tous les mêmes besoins? T'as pas peur de tomber dans un truc trop consensuel à force? Alors c'est une bonne question aussi. Quand je suis passé à un abonnement, j'ai pris conscience aussi que les gens qui étaient abonnés allaient vouloir trouver de la valeur dans tous les sujets que j'allais faire. Et en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, moi, comment je consulte le contenu des gens? Et en fait, j'ai remarqué que je consulte pas le contenu de 15 personnes différentes. Moi, j'ai 5-6 personnes que je suis vraiment à fond, enfin, où je suis vraiment fan parce que j'adore ce qu'ils font. Et ces gens-là peuvent parler d'à peu près n'importe quoi, ça va m'intéresser. C'est-à-dire que ces gens-là peuvent parler d'entrepreneuriat, de voyage ou de vêtements. Ça va à chaque fois m'intéresser parce que j'aurai leur avis sur tel sujet. Et comme je sais que personnellement j'ai beaucoup de points communs avec eux et que il y a beaucoup de choses qui m'ont appris déjà, quand ils traitent d'un autre sujet, bah parfois je vais me dire ouais ça m'intéresse pas et tout. Et puis à chaque fois finalement que je regarde la vidéo, que je suis la formation, j'apprends toujours des trucs intéressants. Et je me dis finalement c'est pas con parce que tu as quelqu'un qui a un peu le même regard que toi, peut-être un peu plus expert, peut-être un peu plus avancé, sur des choses où tu n'aurais pas forcément pensé qu'il allait pouvoir t'apporter de la valeur. Donc je me suis dit qu'en partant de ce constat, j'allais pouvoir faire peut-être la même chose avec le Maker Club. Alors l'idée évidemment c'est de parler que de sujets qui sont profondément liés à la liberté et à l'indépendance puisque c'est la thématique de ma chaîne. Donc le voyage pour moi c'est lié à la liberté, ça offre un sentiment de liberté énorme. Le minimalisme aussi, l'efficacité aussi, enfin plein d'autres thématiques qui sont pas directement business. Et je le vois parmi les gens qui me suivent, souvent ça vous intéresse aussi, c'est aussi des thématiques qui vous intéressent parce que c'est des thématiques quand même qui sont assez liées. Et de toute façon, je me suis engagé pour le Maker Club à faire au moins 2 plans d'action pur business marketing chaque mois. Donc pour les gens qui sont abonnés juste pour ça, ils en auront pour leur argent et pour les autres, bah, il y aura justement un petit peu de tout pour les gens qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre d'autres choses. Donc pour l'instant, j'ai pas eu, voilà, j'ai appelé pas mal de clients pour avoir un peu leur retour et j'ai pas eu, personne m'a dit ah ouais non, je vais me désabonner parce que tu parles de ce sujet, c'est cette thématique, ça m'intéresse pas. J'essaye de trouver un équilibre, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de questions, donc je les garde peut-être pour plus tard. Si ça t'a intéressé, tu seras sûrement intéressé par le Maker Club. Alors tu as sûrement déjà rejoint, vous êtes plus d'une centaine à l'avoir rejoint aujourd'hui. Il y a un nouveau plan d'action qui est sorti hier, qui parle de voyage. Le plan d'action, comme toutes les semaines, sera disponible jusqu'à mardi. Et mardi prochain, il sera remplacé par un nouveau plan d'action. Donc si tu t'inscris aujourd'hui, tu auras accès à ce plan d'action à vie, plus à tous les futurs plans d'action, c'est-à-dire 4 nouveaux plans d'action par mois pour prendre ton indépendance, avec un accès au groupe Facebook. Il y a une super dynamique sur le groupe, je suis content. Et puis pas mal de petits bonus, de petits cadeaux, et tout ça bien sûr satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc tu as le lien en description, c'est le premier lien, pardon. Nous on se retrouve très vite pour la suite de la FAQ. Je te dis à demain et reste libre.